Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette troisième Le débat émission. contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Comme vous l'entendez, c'est la troisième édition consacrée au projet CIGEO. Bonsoir et bienvenue donc dans cette troisième émission organisée par la commission particulière du débat public sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs, le projet CIGEO. Ce projet, je vous le rappelle, qui propose à l'horizon 2025 de recevoir les déchets radioactifs à haute activité et vie longue, notamment produits en France, les déchets les plus dangereux, pour les stocker en profondeur près de Bure, dans l'est de la France, entre Meuse et Haute-Marne. Cette émission est un peu spéciale puisqu'elle sera un peu plus longue que nos rencontres habituelles. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Elle est consacrée cette fois à la vision, aux expériences et aux choix de plusieurs pays, puissances nucléaires, confrontés au même sujet, la gestion des déchets radioactifs déjà générés ou à venir. Ce débat va s'organiser en deux parties. La première sera consacrée aux différentes réglementations, recommandations et directives qui encadrent les recherches et les projets. Et puis, dans une deuxième partie, nous accueillerons, avec les représentants français, des envoyés de plusieurs pays, États-Unis, Suède, Finlande, autour des choix posés ou en réflexion pour donc ces différents États. Nous avons déjà reçu un certain nombre de questions. Vous pouvez continuer à en poser par mail. Je vous en rappelle l'adresse questions@débatpublic-cigeo.org ou par SMS avec comme mot-clé débat au singulier et sans accent. Vos réactions sont attendues aussi sur Twitter avec comme hashtag CIGEO. Pour tracer donc les contours, directives, recommandations, réglementations dans le domaine de la gestion des déchets, nous avons avec nous sur ce premier plateau Claude Bernet, présidente de la commission particulière du débat public, la puissance invitante de ce débat. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Gérald Ouzounian, directeur international à l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'ANDRA, qui, je le rappelle, est maître d'ouvrage du projet CIGEO. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Mayer, représentant l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Kirchner, représentant la Commission européenne. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Paul Minon, directeur de l'organisme belge de gestion des déchets et représentant de l'AEN, l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Jean-Marie Brom, physicien, expert Bonsoir. Indépendant, universitaire et chercheur. Bonsoir à vous. Alors, dans le domaine des déchets nucléaires, chaque pays a sa législation, mais il existe aussi des règles et des principes internationaux. Stéphane Mayer, que dit l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, que vous représentez ? Alors, bien sûr, l'AIEA a comme un des rôles principaux concernant la gestion des déchets d'établir des standards de sûreté internationaux et auparavant une convention commune qui est partagée par les pays signataires concernant la gestion sûre des combustibles usés et la gestion des déchets radioactifs. Est-ce qu'il y a des réglementations précises ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dégagées un peu pour l'ensemble des pays, un consensus ou des préconisations fortes de votre part ? Oui, bien entendu. Alors, quand j'évoque les standards de sûreté, il s'agit en fait de tout un ensemble structuré d'ouvrages qui ont été établis avec l'aide, avec le support de tous les États membres de l'AIEA, qui ont été structurés selon différentes thématiques nécessitant un souci de sûreté. Donc, une de ces parties, c'est la gestion des déchets radioactifs. Et de celle-là, une partie, c'est le stockage des déchets radioactifs. Notamment, il y a un standard de sûreté concernant le stockage géologique de déchets radioactifs. Ces rapports sont établis donc avec l'apport et sous l'écriture des représentants des États membres et sont soumis à plusieurs comités dans lesquels ils sont évalués, commentés et finalement ils sont approuvés à l'unanimité pour être publiés représentant des standards de sûreté soit imposés, soit recommandés si c'est des guides aux pays membres. Comment est-ce que vous travaillez justement pour faire ces préconisations de standards de sécurité ? Typiquement, nous invitons plusieurs experts reconnus sur un domaine. Donc, si on parle du stockage géologique, on inviterait probablement plusieurs des représentants des organisations présentes ici.
Et en fait, tous ceux qui ont une expertise dans ce domaine à venir proposer un premier draft. Cela se fait ensuite par itération. Lorsque ce rapport, donc ce draft, a suffisamment progressé, il est soumis à une réunion plus large, un technical meeting, auquel sont invités les États membres pour commenter, pour exprimer leurs réserves ou ce qu'ils souhaitent voir en plus sur ces standards de sûreté. Et donc ce processus qui est assez long, assez lourd, aboutit par un rapport qui est partagé par tous et qui présente à son niveau les standards de sûreté sur lesquels tous les États membres doivent se plier. Est-ce que ce sont des choses qui sont quantifiées? Vous parlez de doses, de rayonnement, de qualité du sol. Est-ce que c'est plus large et que ça inclut aussi tout ce qui est concertation? Ou est-ce que ce sont des choses purement techniques dont vous vous préoccupez? Alors pour les safety standards, il y en a certains qui sont quantitatifs. Par exemple, quelles sont des limites de dose pour le public ou pour un travailleur nucléaire. Mais beaucoup de ces standards ont plutôt vocation à présenter une démarche qui reflète l'état de l'art, comment faire, quel est le processus à suivre pour développer un programme de stockage géologique, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Alors, je vais poser un petit peu la même question à M. Kirchner. La Commission européenne a émis, elle aussi, des directives nombreuses en la matière. Quel est le cadre qu'elle dessine? Oui, donc je me focalise plutôt sur la dernière directive donc de 2011, dans laquelle tous les 27 pays membres à l'époque, ils sont mis d'accord sur des règles très fortes et surtout juridiquement contraignantes pour une gestion responsable et sûre du combustible illicite et des déchets radioactifs. Donc c'est une directive qui fixe les objectifs. Par contre, après, c'est aux pays membres de définir les moyens et la forme pour atteindre ces objectifs. Donc la directive, elle couvre à la fois le combustible usé et les déchets radioactifs, non simplement du cycle électronucléaire, mais également de toutes les autres applications industrielles, médicales, ou aussi des déchets radioactifs venant de la recherche. Il y a quelques principaux généraux sur lesquels cette directive est basée, notamment la responsabilité ultime des États membres, que le stockage doit être basé sur des caractéristiques de sûreté passive, que le producteur des déchets assure aussi le financement, que c'est lui qui doit supporter les coûts, et qu'un export est seulement possible et sous des critères extrêmement contraints et stricts. La même question aussi un petit peu pour l'OCDE. L'Organisation pour la coopération et le développement en Europe s'est dotée d'une agence spécifique de coopération technique entre les États membres. C'est l'AEN, l'Agence de l'énergie nucléaire. Vous en faites partie, Jean-Paul Minon. Quelles sont ses règles d'action et ses recommandations? Oui, donc l'AEN, l'Agence de l'énergie nucléaire, est une agence spécialisée de l'OCDE, donc Organisation de coopération et de développement économique, qui représente en fait, je dirais, plus de 90-95%, oui, je suis belge, des États nucléaires. 90-95. Oui, d'accord. Et nous avons essentiellement un rôle d'émulation, je dirais, entre les États membres. Alors, nous penchons et nous organisons la coopération du point de vue technique. Et bien entendu, la sûreté est un point important. C'est ainsi que nous avons développé tout ce qui tourne autour de la démonstration de sûreté, en anglais le safety case, qu'est-ce qu'il doit contenir, quels sont les points à discuter, donc du point de vue méthodologique. Dans le même état d'esprit, nous organisons des revues par les pairs, donc les pays ayant le même degré de développement donnent leur avis sur l'évolution dans un pays donné. Donc c'est un échange d'informations, de critiques. C'est extrêmement important, cette critique et cette revue par les pairs. Et nous ne limitons pas, bien entendu, notre action au domaine technique.
Nous débordons largement sur ce que nous appelons le processus décisionnel. Le stockage géologique est un enjeu de société, donc il y a beaucoup d'acteurs. C'est quelque chose qui doit se décider en toute transparence. Et des sujets comme la réversibilité sont des sujets effectivement extrêmement importants sur lesquels nous avons discuté au niveau international. Un point particulier, le comité de gestion des déchets radioactifs, qui est plus spécifique pour la matière dont nous traitons aujourd'hui, a également un forum des régulateurs, où les régulateurs comparent et discutent de l'application des règles, éventuellement des points durs, de la difficulté et de la nécessaire implémentation des règles au niveau concret. Je voudrais savoir de la part de M. Gérald Ouzounian, quand on est directeur international de l'ANDRA et que l'on connaît forcément toutes ces réglementations, toutes ces recommandations, tous ces principes destinés à être mis en œuvre, est-ce que c'est une jungle? Est-ce qu'au contraire c'est un guide de travail? Est-ce que c'est un millefeuille? Comment est-ce qu'on appréhende cette masse quand même de textes réglementaires plus ou moins contraignants? Non, en fait, nous avons la chance d'avoir affaire à des instances internationales qui chacune se positionnent sur un segment de nature un peu différente. Si je reprends un petit peu nos collègues que vous avez interviewés auparavant, du côté de l'Europe, on a mentionné bien sûr la directive qui nous fixe un cadre de travail extrêmement contraignant, mais qui est aussi rassurant, puisqu'il offre un certain nombre de garanties aux populations à travers l'obligation des États membres de transcrire la directive dans leur droit national. Mais il y a une autre dimension qui est importante, qui est celle de la recherche. Or, dans nos domaines techniques et scientifiques, nous avons affaire, y compris sociétaux d'ailleurs, nous avons affaire à des enjeux qui sont extrêmement complexes, des enjeux qui nécessitent la coopération, ne serait-ce que pour partager, pour mener une réflexion en commun et faire émerger un petit peu les bonnes recommandations, les bonnes orientations. Et M. Minon a évoqué tout à l'heure le safety case, et le safety case est effectivement une approche de démonstration de la sûreté que nous avons alimentée, tous autant que nous sommes, mais sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui pour apporter nos démonstrations de sûreté. Et ces démonstrations de sûreté sont également encadrées par les recommandations de l'AIEA qu'a évoqué Stéphane Meyer, donc des recommandations en termes de sûreté, mais aussi des recommandations d'ordre technique qui permettent d'atteindre les niveaux de sûreté recherchés. Monsieur Minon a aussi évoqué l'approche sociétale qui est traitée dans tous les cercles, mais je voudrais mentionner en particulier celui de l'AEN, avec ce qu'on appelle le Forum on Stakeholder Confidence, le forum qui réunit les acteurs et qui essaye de réfléchir un petit peu comment se convaincre et comment convaincre pour améliorer la confiance. Et alors ça, c'est un des groupes importants, mais je veux mentionner également deux sujets particuliers qui ont été traités ces dernières années. Il y a eu le sujet de la réversibilité, sujet introduit par la loi de 1991 en France, qui depuis a fait son chemin, qui a été reprise au plan international et qui a permis de mener une réflexion, d'organiser, de structurer un petit peu la réflexion, de proposer des modalités de gouvernance et aussi qui a servi de support pour apporter des réponses techniques à une question qui était un petit peu contre nature au départ. Dernier point que je vais mentionner, c'est le point sur la mémoire. Comment préserver la mémoire sur des générations et des générations, voire des centaines, des milliers d'années? Eh bien ça, c'est un travail également qui est coordonné par l'AEN et auquel participent nos collègues de l'AIEA comme ceux de la Commission européenne. Mais c'est un sujet extrêmement complexe puisqu'on imagine bien que sur quelques siècles, et l'histoire passée nous rappelle qu'on peut remonter jusqu'à un certain... sur quelques siècles. Maintenant, les échelles de temps auxquelles nous avons à faire face devront faire appel à d'autres méthodes, à d'autres approches. Et malheureusement, l'expérience dans ce domaine, sur des échelles de temps de plusieurs milliers d'années, n'existe pas. Elle est à créer et les équipes y travaillent. Alors, les équipes y travaillent avec, bien sûr, tous les pays qui sont concernés par ça, qui sont impliqués par ça, qui sont impliqués par la question. Et nous, ça nous permet à la fois de structurer notre réflexion
et de proposer nos propres solutions pour répondre à ces enjeux. Je voudrais faire réagir Jean-Marie Brom, physicien, chercheur et expert indépendant, à tout ce qui vient d'être dit sur ces réglementations, ces préconisations. Écoutez, moi je serais plus que sceptique. Ces réglementations existent, ces directives existent, elles sortent, ainsi que l'a dit mon voisin, de différentes instances qui s'adressent à différents problèmes. Mais la plupart du temps, ces réglementations existent après qu'on ait commencé le travail. Donc elles sont obligées, c'est comme ça, de prendre un petit peu le train en marche. Par exemple, il n'est pas question qu'il y ait une réglementation qui dise, puisque les déchets sont l'affaire de chacun, eh bien, ça peut devenir un problème européen en général, ou bien de dire que les instances dirigeantes pensent que le retraitement, par exemple, n'est pas forcément une bonne solution parce que, etc., etc. D'autre part, elles pêchent aussi parce que ces directives donnent des cadres de travail qui sont tout à fait justes, mais n'offrent absolument aucun moyen de vérification qu'on est parti dans des bonnes directions. Comment, même quand on étudie par les meilleurs process la dimension, l'étanchéité d'un conteneur à déchets, par exemple, comment être sûr de garantir que dans 10 000 ans, on va vérifier qu'il soit encore là. Donc, toutes ces commissions, ces instances n'ont quasiment pas de moyens de vérification, de contrôle a posteriori. Pendant quelques années, peut-être. Mais je veux dire, on peut édicter les règles qu'on veut. Quand on ne sait même pas si dans quelques siècles on se souviendra de l'endroit où on met les déchets, c'est difficile de prévoir qu'on ira vérifier ce qui s'y passe. Et je vois encore un autre problème, qui est un problème de traduction. Pour autant que je sache, messieurs, vous me le confirmerez, on n'a pas la même notion de déchets nucléaires selon les différents pays. Comment, dès lors, avoir une réglementation ou une directive commune alors qu'on ne parle même pas de la même chose? Petit A. Deuxièmement, comment aussi avoir des directives sur la réversibilité si elles ne s'accompagnent pas d'une réversibilité soit immédiate, soit en précisant à quel terme ça doit être réversible. Et je prendrai simplement comme exemple, alors là, vous m'excusez, je vais déborder légèrement, mais qu'est-ce qu'on appelle réversibilité? Quand la semaine dernière, on nous a affirmé que le centre de JCO serait réversible pendant une centaine d'années, alors que le projet JCO, le petit livre qu'on a eu, dit précisément le contraire. Qui dit la vérité là-dedans? Qui est-ce qui ment? Quelles que soient les directives. Donc, ce sont des directives qui existent, qui sont faiblement contraignantes, je le pense, et qui, en tout cas, n'offrent aucune garantie de sûreté ou de vérification à terme. Gérald Ouzounian, j'ai vu que quand Jean-Marie Brom disait on n'a pas le même langage, un déchet nucléaire, ça ne veut pas dire la même chose dans chaque pays. Vous aviez envie de réagir? Oui, effectivement, la notion de déchet dépend de chacun des pays. Il y a des pays où le combustible usé est considéré comme un déchet et traité comme tel. D'autres pays, comme la France, où on considère que le combustible peut être valorisé, où un certain nombre de matières sont récupérées, et ce qui n'est pas récupérable et valorisable va aux déchets. Mais ma réaction était beaucoup plus sur la question de la surveillance. Or, effectivement, M. Brom a tout à fait raison d'indiquer que les moyens de mesure ne permettront pas de surveiller les stockages pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Effectivement, nous développons actuellement avec toutes les agences, et ça c'est dans le cadre européen, c'est une dimension qu'on a oublié d'évoquer, c'est toute la recherche qui est coordonnée au niveau européen. Nous développons actuellement des moyens de mesure et des moyens de transmission qui sont censés tenir le plus longtemps possible. Alors on a évoqué 100 ans pour la réversibilité, c'est une échelle de temps aujourd'hui qui semble raisonnable, mais je voudrais surtout rebondir sur un point qui est celui qui a été mentionné par Stéphane Meyer tout à l'heure, qui est de dire que la sûreté doit reposer sur des dispositions passives. C'est-à-dire que même en cas de défaut, même en cas d'anomalie, il faut que le système par lui-même puisse fonctionner sans intervention humaine. C'est ce qu'on appelle la sûreté passive. Et ça a été une décision très tôt dans le domaine du stockage géologique, du choix du stockage géologique, justement pour se mettre à l'abri des questions de surveillance, de l'intervention humaine, puisque les générations qui vont suivre, mais on ne sait pas ce qu'elles seront dans 300 ans, dans 1000 ans ou dans 10 000 ans. Ça, c'est un point vraiment fondamental. Et alors, la question de la mesure est importante, puisqu'elle va nous aider
à décider ou pas de la réversibilité, du bon fonctionnement, à vérifier le bon fonctionnement du stockage, mais sur une échelle de temps qui est nécessairement limitée. Alors avant de passer à des questions qui vont de choses tout à fait générales à de choses extrêmement pointues et particulières, une question qui s'adresse à la commission organisatrice, donc je vais poser pour notre auditeur à Claude Bernet. C'est une question de Véronique Marchandier. Comment osez-vous appeler, je vous la livre telle quelle, comme je le ferai bien sûr pour toutes les questions, je me fais juste le vecteur de ce qui nous arrive. Comment osez-vous appeler ce débat un débat contradictoire alors que la quasi-totalité de vos invités font la promotion du nucléaire et de solutions, entre guillemets, plus ou moins hasardeuses pour les déchets? Où sont les scientifiques opposés à l'enfouissement de Suède, États-Unis, Canada, Belgique ou Finlande? Écoutez, c'est une critique que je prends telle quelle. Nous avons invité ici les responsables des différents programmes de gestion des déchets dans un certain nombre de pays du monde. Tous les pays n'ont pas pu être conviés, bien sûr. Et donc, ce n'est pas en tant que promoteur du nucléaire, mais en tant que responsable de politique. Notre souci aujourd'hui, c'était de faire en sorte qu'on puisse les comparer les unes avec les autres. Mais enfin, vous avez constaté en écoutant l'intervention de Jean-Marie Brom que ça appelle tout de suite le sens critique et donc qu'au-delà de la matinée, de la soirée d'aujourd'hui, l'ensemble des débats contradictoires qui a commencé le 11 juillet et qui se déroulera jusqu'à la fin du mois d'octobre, l'ensemble des débats contradictoires essaiera de traiter l'ensemble des problèmes qui se posent avec justement, et c'est un peu une innovation, un certain nombre d'experts qui sont des experts dits indépendants. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun lien avec le projet. Parmi les premières questions qui nous arrivent, pourrait-on stocker, nous demande Cécile, nos déchets nucléaires à l'étranger? Qu'est-ce qui veut répondre là-dessus? Est-ce qu'il y a donc des directives, des préconisations? Qu'est-ce qui se fait? Oui, Stéphane Mayer, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, donc je crois, sur ce point, la réponse est très claire. Les déchets radioactifs sont la responsabilité du pays dans lequel ils sont générés. Il y a néanmoins quelques exceptions, mais qui sont très à la marge de ce débat qui porte sur un stockage géologique. Certains pays exportent des technologies, par exemple des sources scellées, qui rendent un grand service dans d'autres, par exemple pour le traitement des cancers. Ces sources scellées, une fois qu'ils ne sont plus utilisables, peuvent être, sous certaines conditions, rapatriées dans le pays d'origine pour être stockées dans ce pays. Thomas Kirchner de la Commission européenne, vous vouliez aussi apporter une réponse. Oui, en ce qui concerne l'Europe, actuellement, la réponse à cette question-là est claire et nette, surtout en ce qui concerne les déchets de haute activité à vie longue. Aujourd'hui, c'est non. Il n'y a pas de possibilité d'export parce que, malgré le fait que la directive ne l'exclut pas d'office, les conditions qui doivent être remplies pour faire exporter ça dans un pays, autre pays de l'Union européenne ou même ailleurs, ne sont pas encore en place aujourd'hui. Jean-Paul Minon, pour l'OCDE, vous voulez répondre également? Oui, je crois tout simplement que la question, si elle peut paraître pertinente, ne change rien au débat. Les déchets sont là et la problématique des déchets devrait être résolue, que ce soit dans le pays qui le produise, et on connaît bien entendu les réglementations, ou ailleurs. Le problème reste le même. Alors, une question qui est un petit peu complémentaire à celle-ci et qu'on va certainement poser à monsieur Ouzounian. Est-ce que la France, demande Clémentine Muselier, va stocker dans CIGEO des déchets nucléaires étrangers? Non, il en est tout à fait hors de question, et ceci est explicitement inscrit dans la loi qui a été votée en juin 2006 en France, qui interdit l'importation de déchets pour les stocker en France. Jean-Marie Brom, Oui, alors, physicien et chercheur à Strasbourg. De nouveau, je réagirais sur les déchets sont la responsabilité du pays qui les produit. Et les déchets ne peuvent pas sortir des frontières des pays qui les produisent. Très bien, mais encore une fois, du moment qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un déchet et que chaque pays a ses propres déchets, il est certain que l'uranium appauvri de retraitement de La Hague ne reste pas en France.
Ça a été montré il y a quelque temps, il va en Russie pour une bonne partie. Parce que la France ne l'appelle pas déchets. Donc encore une fois, il ne faut pas se bercer de mots. Les commissions ont les meilleurs règlements possibles, font ce qu'elles peuvent, mais les États ou le système peut arranger les choses sur des problèmes simplement de vocabulaire. Et quand on dit les déchets, où ils sont produits, ils doivent y rester, n'oublions pas que, par exemple, la France retraitait des combustibles irradiés venant de différents pays européens. L'intégralité ne repartait pas dans le pays concerné. Pourquoi ? Parce que les outils qui ont servi, les blues par exemple, toutes ces choses devenues radioactives dans le processus ne repartent pas dans les pays en question. Est-ce que c'est parce qu'elles sont de moindre activité ? C'est parce que rien n'est prévu pour ça. Je laisserai plutôt aux gens de l'Andra me répondre ou aux gens d'Arevra me répondre. Monsieur Ouzounian, une réponse, c'est parce qu'ils ont une moindre activité, ce sont des déchets moins dangereux ? Écoutez, sur le détail même de l'organisation des retours des déchets, je ne suis pas du tout spécialiste. En revanche, je sais qu'il y a des équivalences entre formes de déchets et que l'équivalent d'activité est retourné dans le pays d'origine. Alors, on ne va pas retourner une blouse, on ne va pas retourner une paire de gants, mais en termes d'activité totale, on retourne dans le pays d'origine exactement la quantité d'activité qui a été reçue au départ. Alors, une autre question de Monsieur Correa. Au détour d'une documentation de l'AIEA de 1989, on apprend que dans une station de démonstration de Lucas Heights, en Australie, une équipe de scientifiques procède à des essais avec une roche synthétique, le Saint-Roch, devant servir à la stabilisation des déchets de haute activité. Une étude menée en collaboration avec la Grande-Bretagne, le Japon, l'Italie, le Canada, les États-Unis et l'Allemagne sont aussi parties prenantes. Nous n'avons jamais entendu parler de ce procédé, pourtant plein de promesses à l'époque. Concernant les conteneurs de déchets haute activité à vie longue, j'ai pu apprendre que le verre à l'intérieur du conteneur en inox est parcouru d'une multitude de fissures et n'est pas monobloc, comme on aurait pu s'y attendre. Des précisions sur ces deux points. Peut-être Stéphane Mayer pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisque vous êtes cité un petit peu dans cette question. Oui, effectivement, l'AIEA est cité dans cette question. Votre organisme, bien sûr. Voilà. Je dirais tout simplement que je n'ai aucune connaissance de ce travail de 1989 et que ma connaissance aujourd'hui repose sur certains procédés de immobiliser les déchets radioactifs à haute activité, notamment de les vitrifier. Pour les détails techniques qui s'en suivent, peut-être quelqu'un d'autre a des connaissances approfondies, mais je ne peux pas commenter plus. La deuxième partie de la question portait sur le verre qui ne serait pas monobloc et en fait fissuré en plusieurs endroits. Est-ce que Gérald Ouzounian, pour l'Andra, vous pouvez nous apporter un élément de réponse ? Oui, je peux vous apporter un élément de réponse également sur le Saint-Roch, sur la première partie. C'est qu'effectivement, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur ce sujet. Une des limitations de ce Saint-Roch était qu'il ne pouvait pas incorporer toutes les formes de radionucléides qui sont présentes dans un combustible usé. Et donc, il fallait mettre au point non seulement des procédés de séparation entre radionucléides, mais également des procédés de stabilisation spécifiques pratiquement à chaque famille de radionucléides. Et c'est pour ça que la matrice de verre a été privilégiée, parce qu'elle permet, elle, d'intégrer tous les éléments dont on n'a plus l'usage, et sans manipulation ultérieure de séparation, qui présente également tout un travail à la fois complexe et dangereux, puisque c'est du travail sous rayonnement. Sur la seconde partie, effectivement, un bloc de verre, vous connaissez tous le verre, un bloc de verre qui est coulé au-delà de 1000 degrés, lorsqu'il refroidit, va finir par se fracturer tout simplement par modification des conditions d'ensemble. Et ça, c'est une chose qu'on prend bien en compte dans nos études de sûreté, dans nos représentations, dans nos calculs. On a la représentation de la fracturation du verre et on en tient compte pour voir les vitesses de relâchement des différents radionucléides. Alors j'ai beaucoup de questions qui nous sont arrivées sur l'expérience allemande et la mine de sel de Haas.
Alors, nous n'avons pas de représentant allemand, mais visiblement, on ne peut pas ne pas poser cette question. Merci de bien vouloir tenter d'y apporter tous les éléments que vous pourrez. La première émane de M. Patrick Monet. Elle était extrêmement longue, elle fait 1 page et demie, donc je vais tenter de vous la synthétiser. Enfouir à 400 ou 500 mètres de profondeur des déchets radioactifs extrêmement dangereux nous amène à nous poser une question. Qui peut nous garantir que le stockage en profondeur de déchets dangereux pendant des millions d'années ne laissera pas des éléments s'échapper? Patrick Monet qui s'appuie sur l'exemple donc de la mine de sel de Haas pour dire qu'à l'époque, des géologues disaient qu'elle serait hermétique pour des millions d'années. Cette mine qui donc accueille depuis plus de 40 ans des déchets nucléaires, dont 28 kg de plutonium, particulièrement dangereux, dit-il. Dès les premiers dépôts, il y a eu des infiltrations d'eau. Aujourd'hui, 12 mètres cubes d'eau y pénètrent chaque jour. Des affaissements ont lieu, des nappes phréatiques risquent d'être menacées. L'État allemand, pour l'instant, préconise de retirer les fûts, aux environs de 130 000 fûts, des fûts dont on ignore l'état de corrosion. Et M. Monet nous précise qu'il faudrait 10 ans et 4 milliards d'euros pour ce faire, sans régler pour autant le problème des déchets. Tirons donc, nous dit-il, les leçons de l'exemple allemand, renonçons dès à présent à l'enfouissement des déchets. Alors, une autre question qui recouvre celle-ci. Vous assurez que le stockage profond dans l'argile est sûr, nous dit Régis Larcher. Il y a quelques années, vous assuriez, vous, dit-il, les experts du nucléaire, que le seul stockage sûr est le sel. Nous voyons ce qui arrive dans le centre de stockage dans le sel de Haas. En 30 ans, votre certitude s'est effondrée et la pollution est avérée. Quand les premières fuites auront lieu dans le site de Bure, accepterez-vous d'être pénalement responsable? Question un petit peu longue, un petit peu complexe. Qui est-ce qui veut bien répondre ou apporter quelques éléments? Oui, Jean-Paul Minon, pour l'OCDE. Oui, très objectivement. Donc, Haas, c'est une mine. Cette mine a servi à émettre des déchets radioactifs jusqu'en 1978, cette fois-ci. Et depuis lors, ces activités ont cessé. Effectivement, un certain nombre de problèmes sont apparus et ils font l'objet d'analyses et d'investigations depuis pas mal de temps. Alors, la chose qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'on a effectivement utilisé une mine et ce que est proposé dans les dispositifs actuels, donc de stockage de déchets, ce sont des installations ingénierées et conçues pour recevoir les déchets. Dans la mine, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'exploiter le sel au maximum et de le retirer. Nous, ce que nous voulons faire, que ce soit avec le sel ou l'argile, c'est la maintenir en place, faire en sorte qu'elle ne perde pas ses propriétés et qu'elle puisse jouer tout le rôle qu'elle doit jouer pendant très longtemps pour assurer le confinement. Alors, une des caractéristiques, effectivement, de l'évacuation géologique, c'est de compter sur la nature, c'est-à-dire sur des durées qui sont équivalentes aux durées géologiques, c'est-à-dire le million d'années, la dizaine de millions d'années, voire bien plus. C'est effectivement là que réside la force de l'évacuation géologique, c'est de compter sur ces aspects-là. Il est clair que si on enlève la couche qui est censée jouer ce rôle, eh bien, on a perdu d'avance. C'est ce qui s'est passé à Haas. Une question de Monsieur Tortor. Peut-on faire, Gérald Ouzounian, je pense que vous allez pouvoir y apporter un élément de réponse, faire un parallèle entre le centre de stockage de Haas en Allemagne et le futur centre de stockage de Bure en France, le projet CIGEO donc? Absolument pas. Je vais reprendre exactement ce que vient de dire Jean-Paul Minon. Une mine, par définition, est créée pour extraire le maximum de matière et donc en laisser le minimum. À l'opposé, un stockage géologique, lui, est creusé, mais pour maintenir le maximum de garde vis-à-vis des aquifères et vis-à-vis d'un possible retour vers la surface. Donc on est dans un contexte totalement opposé. D'un côté, on a tout extrait et puis on a remis des déchets, et je rappelle que c'était à titre expérimental sur la mine de Hasse. On a mis des déchets pour les étudier, pour voir comment ça se comportait, alors que de l'autre, dans le projet CIGEO par exemple, l'objectif c'est de maintenir le maximum de protection argileuse, et c'est bien la raison pour laquelle on vise le milieu de la couche du calovo oxfordien, qui fait quand même 130 mètres d'épaisseur. On vise d'être au milieu pour maintenir de part et d'autre le maximum de garde.
Monsieur Brom, pardon, vous vouliez répondre aussi. Je rappelle Oui, que vous êtes petit- physicien, chercheur indépendant, chercheur et universitaire à Strasbourg. Oui, petite remarque. L'exemple de la mine de Haas, c'est tout à fait pertinent. On a fait des essais, on a regardé, on a oublié effectivement qu'une mine de sel, c'est pas une couche de sel, parce qu'il n'y a plus de sel, sinon ça serait pas une mine. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau. Ce qui montre deux choses. La première, on sait que le problème, c'est l'eau, et qu'aujourd'hui, personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'eau, que ce soit à Bure ou autre chose, sur des échéances de quelques dizaines de milliers d'années, ou même quelques milliers d'années. C'est pas parce qu'il y a de l'argile depuis très longtemps qu'il ne peut pas y avoir des mouvements de sol. Il y a quand même pas mal de failles sismiques qui passent pas loin. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle d'herméticité et de garantie, il faut toujours se souvenir que c'est au mieux que ce que l'on sait aujourd'hui, sans qu'il n'y ait aucune garantie qu'il pourra se passer autre chose. Reprenez l'exemple. Pendant très longtemps, l'ensemble de la communauté était d'accord pour balancer les déchets nucléaires dans des fûts de béton dans la fosse des Cascades de la Manche. C'était parfaitement sûr. Les scientifiques de l'époque le garantissaient. Aujourd'hui, avec un sous-marin, on peut se rendre compte que ces fûts de déchets sont brisés et qu'ils laissent s'échapper de la radioactivité. Donc il y a cette garantie dans le futur. Aujourd'hui, nous avons des gens qui garantissent que leurs recherches aboutiront forcément, alors que rien ne permet de le garantir. Et puis d'un autre côté, quand je dis rien ne permet de le garantir, on ne peut pas non plus le vérifier. À As, au moins, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Très bien. On va pouvoir peut-être ressortir les déchets si on accepte de dépenser l'argent. À Bure, même s'il y a une grande couche d'argile, il est prévu, comme on l'a vu la semaine dernière, que ce JCO puisse évoluer au fur et à mesure de la demande, c'est-à-dire qu'il s'agrandisse, qu'on creuse de plus en plus jusqu'à s'approcher à quel niveau du bord de la zone argileuse, personne ne le sait, et que de toute façon, on ne pourra pas beaucoup rechercher pour vérifier, puisqu'au bout de quelques centaines d'années, corrigez-moi si je me trompe, l'argile se refermera autour des différents niveaux de déchets, et donc on ne va pas recreuser pour aller vérifier ce qui s'y est passé. Une question à monsieur Minon, de la part de Raymond Chaussin, qui va nous demander des précisions sur la Belgique. Donc je rappelle que vous êtes non seulement de l'AEN, l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE, mais vous êtes aussi directeur de l'organisme belge de gestion des déchets. C'est à ce titre-là que je voudrais cette question. De Raymond Chaussin, pouvez-vous décrire les emballages des déchets radioactifs belges? Sont-ils spécifiques aux Belges? Pouvez-vous, de façon précise, si possible par écrit, pour les chimistes comme moi, expliciter la réaction chimique qui a formé cette substance gélatineuse? Était-elle prévisible? Depuis combien de temps ces déchets étaient-ils stockés? Quelle était la prévision de maintien sans corrosion des fûts? En vous remerciant par avance de vos réponses. Alors, je vais peut-être préciser à ce monsieur que les réponses les plus précises seront peut-être à trouver sur le site et que vous allez faire peut-être une réponse un petit peu plus globale sur ce problème précis. Oui, donc effectivement, il fait allusion à ce qui est paru dans la presse, je pense, essentiellement dans la presse belge, peut-être un peu dans la presse française ces derniers temps. Donc nous avons découvert dans nos entrepôts, lors d'inspections de routine, la présence d'un gel, je ne vais pas détailler, à l'interface entre le couvercle et le corps de fûts de déchets de faible radioactivité. Donc, il ne s'agit pas des déchets de haute activité qui sont destinés à la CIGEO, mais de déchets type Soulaine, donc compatibles avec l'évacuation surface. Donc, il s'agit de tout autre déchet. Alors, effectivement, il s'agit d'une réaction entre le sel, donc le sodium, et la silice, que l'on trouve essentiellement dans des granulats qui étaient ajoutés au mélange. Donc, c'est une réaction classique qui est connue dans le génie civil. Silice plus sel plus eau donne ce type de gel qui est effectivement extrêmement peu radioactif. Alors le problème est à l'étude pour en connaître l'origine et je dirais l'amplitude. Ça, il faut nous laisser le temps de déterminer avec précision les phénomènes. Alors, les premières constatations, et là, effectivement, il y a tout le système de la qualité qui entre en cause. Les premières constatations ont été faites à la centrale de Doel, près d'Anvers.
en 2002-2003 et avait été communiqué à l'autorité de sûreté qui a constaté qu'il n'y avait pas de problème de sûreté suite à la présence de ce gel et il a été attribué à un autre phénomène que celui qui apparaît aujourd'hui. Donc là, effectivement, il y a un effort à faire et c'est tout à fait clair au niveau de la connaissance du déchet. C'est un peu ce que Gérald Touzounian disait également sur la fissuration des verres et à intégrer ces éléments dans les analyses de sûreté. Là, je voudrais, si vous me le permettez, revenir sur est-ce que l'on sait tout? Mais non, on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout. C'est une approche scientifique rigoureuse. Et là, effectivement, il faudra décider avec un certain nombre d'incertitudes qui vont subsister. Et ça, c'est tout le rôle de la discussion entre l'implémenteur, donc l'auteur du projet, et les autorités de sûreté, pour déterminer avons-nous suffisamment d'assurance que le stockage va se comporter comme nous le pensons pour prendre la décision. Et donc ça, c'est toute une structure qui doit être mise en place état par état, qui nécessite une autorité de sûreté forte et qui doit, en fin de compte, dire si le degré d'incertitude qui inévitablement subsistera peut être géré ou pas. Deux petites questions très, très rapides pour clore peut-être ce premier débat. Juliette Guillard qui nous demande « Je souhaiterais savoir si d'autres concepts autres que le stockage profond existent ailleurs dans le monde ». Qui veut bien leur répondre? Stéphane Mayer pour l'AIEA. Donc aujourd'hui, si on veut mettre en œuvre un concept qui bénéficie de décennies de recherche, de développement, d'études, contre-études dans de nombreux pays dans le monde, il n'y a pas d'alternative au stockage géologique pour le stockage de déchets à haute activité. Et Zoé nous demande aussi quels autres pays ont pris au plan politique la décision du stockage géologique. Je voudrais... La différence entre le choix technique et le choix politique, c'est un peu ça qui pose dans cette question. Je pense qu'à ma connaissance, aujourd'hui, tous les pays nucléarisés savent qu'ils doivent développer un stockage géologique pour les déchets à haute activité ou alors pour les combustibiliser s'ils décident de stocker directement les combustibilisés. Jean-Marie Brom, physicien. Il faut répondre à la question. Combien de pays ont déjà décidé et ont déjà un laboratoire ou un stockage en couche géologique? Et encore une fois, couche géologique profonde ou subsurface, ce sont des choses différentes. Combien de pays ont pris la décision politique d'y aller? Il n'y en a pas beaucoup. Vous en savez probablement plus que moi. Mais répondez, s'il vous plaît, à la question. Dites combien de pays ont déjà démarré les travaux, ont déjà embarqué tout le système. Il y a des pays, on va le voir dans 5 minutes, je pense, qui ont décidé qu'aujourd'hui, on peut penser que le meilleur moyen, c'est la géologie, c'est les couches géologiques profondes, qui n'ont pas encore identifié un site et qui continuent d'autres voies de recherche. Une toute dernière question sur la mutualisation des choses. C'est Michel Pelletier qui nous demande « La plupart des pays européens nucléarisés cherchent un site de stockage pour ces déchets. Les plus avancés, dont la France, travaillent sur une solution nationale. Les autres étudient des solutions de stockage mutualisées entre plusieurs États. La France compte-t-elle s'impliquer dans des recherches pour développer quelque part en Europe un site de stockage mutualisé ?» Qu'est-ce qui veut bien ou qui peut répondre Gérald Touzounian pour l'Andra. Oui, je suppose qu'effectivement cette question s'adressait à l'Andra. Tout à l'heure, on a rappelé le principe de responsabilité, au titre duquel chaque État producteur de déchets est responsable de la bonne gestion de ces déchets et de la sûreté sur le court terme comme sur le long terme pour ces déchets. Donc partant de là, effectivement, se pose ensuite la question des États qui disposent de très faible quantité de déchets de haute activité. Et là, pour ce cas particulier, il y a des études qui ont été engagées à l'initiative de la Commission européenne et avec le soutien de toutes les instances internationales pour permettre dans le futur de mutualiser des stockages entre les quelques petits pays producteurs, mais on est loin d'avoir atteint le résultat. Alors, une petite réponse de M. Minon.
Et puis on passera aussi à Monsieur Meilleur. Monsieur Mignon pour l'OCDE. Oui, bon, sur les stockages mutuels, effectivement, ce sont plutôt des investigations théoriques. Il faut savoir que le seul moteur d'un stockage mutualisé est économique. Et effectivement, un certain nombre de petits pays, comme par exemple la Slovénie, seraient intéressés, donc qui ont des petits programmes et très peu de déchets. C'est une question qui fait débat. Mais je voulais revenir sur, si vous me le permettez, sur les pays qui ont pris des décisions. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense et il y a des actions. J'ai ici devant moi une liste avec les différents pays. Et je vais être bref, mais par exemple, pour les déchets de longue durée de vie, je ne parle pas des combustibles ni des hautes activités, je parle des déchets de longue durée de vie. Il faut quand même citer l'exemple des États-Unis à Carlsbad, dans le Waste Isolation Pilot Plant, où des déchets transuraniens sont actuellement mis en place, et depuis longtemps, à mon avis une dizaine d'années. La Hongrie vient de lancer un dépôt géologique pour des déchets du même type. L'Allemagne a fait le licensing de Conrad, et n'oublions pas nos amis suisses qui ont très clairement dans leur loi fédérale dit que l'évacuation géologique était la solution et qui ont choisi des zones pour le faire. Le Canada également progresse dans ce sens. Donc effectivement, la progression est lente, c'est difficile, mais ne disons pas qu'il n'y a rien. Ce n'est pas vrai non plus. Je ne disais pas qu'il n'y Jean-Marie a Braun. rien. Je ne disais pas qu'il n'y a rien. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas encore de décision. Il y a des décisions. Vous me parlez des États-Unis, on va le revoir tout à l'heure. Ça n'est pas encore considéré comme un stockage définitif. Donc voilà. Pour l'instant, les pays n'ont pas pris de position ferme, ou très peu. Et n'ont pas, en tout cas, ceux qui ont pris les positions les plus fermes, n'ont pas forcément encore identifié de lieu pour le faire. Voilà, je vais vous remercier à tous d'avoir parlé. Vous voulez une toute dernière réponse très brève, alors s'il vous plaît, Stéphane Mayer, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Merci. C'est tout d'abord pour répondre à M. Braun, mais aussi pour essayer de préciser. Vous avez raison, la question portait sur la décision politique. Donc, comment est-ce qu'on définit la décision politique? Est-ce qu'en France, on a déjà décidé qu'on va construire un stockage géologique? Répondez. Les États-Unis, quand ils ont émis par leur ministère de l'Énergie une stratégie qui leur a donné une feuille de route pour repartir sur le développement d'un stockage géologique, il y a quand même stockage géologique dans cette stratégie. Donc, ils n'ont ni identifié de nouveaux sites, ni détaillé les barrières ouvragées qu'on mettra en œuvre, etc. Néanmoins, je pense qu'il y a là un début de volonté politique. La loi de 91, qui incite l'ANDRA à conduire des recherches de faisabilité, c'est une partie d'un choix politique. Et donc ce processus qui se déroule sur le très long terme est toujours mieux géré par étapes, avec des décisions très claires qu'il faut prendre à différentes étapes. Et je pense que ce serait trop absolu de dire « faisons le choix » et donc c'est ça. Je pense qu'il est très judicieux de procéder par ces étapes. Merci beaucoup de me confirmer que la législation, dans ce cadre-là, suit la décision politique au lieu, en fait, de la précéder. Monsieur Kirchner aussi voudrait apporter un autre élément de réponse de la Commission européenne. Juste un petit élément. Donc, en effet, les arguments que vous avez mis en avant, c'est justement une des raisons aussi pourquoi l'Union européenne, après, a adopté une directive. On a de l'énergie nucléaire depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment on va gérer, stocker les déchets nucléaires. Si on continue comme ça à ne pas prendre de décision, à ne pas aller vers un stockage, à ce moment-là, on passe la patate chaude aux futures générations et on n'avance pas. Donc ça, c'était une des raisons pour que l'Union européenne a décidé d'adopter la directive pour avoir une gestion responsable. Voilà, merci beaucoup aux uns et aux autres. Le temps a passé très vite pour cette première partie de débat, ce premier plateau. Voilà pour la question un petit peu des institutions et du cadre international. Dans un instant, je vous propose de nous retrouver pour une seconde partie de débat qui va nous permettre de regarder plus en détail ce que sont les réalités et les expériences et les expérimentations internationales. À tout de suite.